Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la R1200 GS Aventure de 2019. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, j'ai la chance, grâce à l'un de mes abonnés, de pouvoir tester une des machines les plus populaires de ces dernières années, la fameuse BMW R1200 GS. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous aviez peut-être déjà vu le test de la R1200 GS, la toute première, celle de 2005. Aujourd'hui, on est à l'exact opposé, on teste la dernière génération commercialisée, le modèle 2019, vu qu'à partir de fin 2019, début 2020, elle avait été remplacée par la R1250 GS. De plus, aujourd'hui, je n'ai pas le modèle standard, j'ai le modèle Aventure. Alors la finition Aventure se distingue du modèle de base parce qu'elle est un peu plus taillée pour faire du tout-terrain. On a tout d'abord la jante à l'avant qui est passée de 17 à 19 pouces afin, vous l'aurez compris, de franchir plus facilement les obstacles. Et la grosse caractéristique et qui change aussi un peu le look de cette machine, c'est le réservoir qui maintenant peut contenir 30 litres de carburant, histoire d'avoir un peu d'autonomie. Au niveau motorisation, par contre, cette version Aventure partage exactement le même moteur que la version de base. On est toujours avec le fameux bicylindre Boxer de chez BM en 1200 cm3. Celui-ci développe 125 chevaux. Et c'est un moteur qui a la particularité d'être à refroidissement liquide et aussi à air. Aujourd'hui, le modèle que je teste est globalement d'origine. Il n'y a pratiquement pas d'accessoirisation qui a été fait dessus. Le seul accessoire, c'est le top case de la marque JV. Pour le reste, la moto est d'origine et elle est, comme souvent chez BMW, pleine d'options proposées à l'époque pour cette machine. Aujourd'hui, sur cette machine, il y a les trois packs qui étaient proposés à l'époque. Le pack Touring, Aventure et je sais plus quoi. Il y a vraiment toutes les options. Alors premièrement, esthétiquement, on pourrait se dire que les barres de renfort sont une option. Eh bien non, c'est quelque chose d'origine sur la version Aventure. Mais alors par contre, dans les options, vous avez, on va dire, les trucs un peu habituels chez BM. Aujourd'hui, on a les suspensions réglables ESA, on a le système de démarrage sans clé, on a les poignées chauffantes, on a la béquille centrale. J'en oublie forcément, il y a énormément d'options sur ces machines. Mais bon, de toute façon, on sait que la plupart de ces motos sont vendues avec les trois packs d'options. Donc sachez que sur celle-ci, il y a tout ce que vous auriez quand vous avez la moto complètement optionnée. Par contre, une petite particularité, cette machine est encore avec l'échappement d'origine, ce qui est assez rare. La plupart du temps, les propriétaires remplacent par de l'Akrapovic. Là, on a l'échappement d'origine. Comme d'habitude, avec ce genre de très gros trail, aussi appelé maxi trail, la position est très droite. On peut facilement prendre les commandes de la machine, mais sur cette version Aventure, déjà la moto de base est haute, là elle est encore plus haute. Et du haut de mon 1m70, c'est pas forcément très facile de monter dessus. Je touche de la pointe des pieds des deux côtés lorsque je m'arrête, mais c'est pas rassurant vu le poids de la machine qui est donné pour 260 kg tout plein fait, hors accessoires. Aujourd'hui, on a le top case en plus. Forcément, sur cette machine, le réservoir est énorme vu qu'il contient 30 litres, mais heureusement, ils ont fait qu'il garde une forme relativement standard et on peut bien le serrer avec les genoux. Franchement, ça, c'est plutôt une bonne surprise. Comme je vous le disais, la position sur cette machine est très droite et vous avez un guidon qui est absolument énorme. Ça dévie même mes bras vers l'extérieur. Heureusement, ça donne un très bon bras de levier et la machine est assez facile à manœuvrer malgré son gabarit et son poids. Les rétros sur cette machine sont placés très sur l'extérieur, donc on est assez peu gêné par nos épaules ou nos bras. On voit assez bien ce qui se passe derrière.
Après, les pièces ne sont pas forcément très jolies, hein, c'est du plastique relativement bas de gamme. Bon, le gabarit de cette moto est vraiment énorme, donc on est plutôt bien protégé du vent. En roulant à 70, j'ai absolument pas d'air qui arrive sur moi. Actuellement, la bulle est réglée au plus haut. Il faut savoir d'ailleurs que cette bulle est réglable, mais avec un système mécanique. C'est avec la molette qui est juste ici, et c'est assez ferme comme mécanisme. Donc on peut pas vraiment changer le réglage en roulant. Alors là, on est en train de s'arrêter, vous le voyez peut-être pas, parce qu'en fait, il y a des signes qui sont au milieu de la route. On a des signes avec leurs petits qui sont complètement terrorisés au milieu de la route. Donc comme d'habitude les amis, je vais utiliser cette route afin de tester l'accélération. Donc je rappelle que ce moteur développe 125 chevaux. La moto est donnée pour un poids de 260 kg. Il y a bien sûr des aides électroniques, il y en a plein. Vous avez l'ABS, Traction Control, vous avez globalement tout ce qui se fait de plus moderne. Et on a même plusieurs modes d'injection. Là, je vais faire le premier test sur le mode Road, qui est on va dire le mode standard. Et ensuite, je le referai dans l'autre sens, en mode dynamique, qui est normalement le mode le plus performant. On a aussi sur cette moto un mode pour la pluie et des modes pour l'enduro. Forcément, aujourd'hui, vu que je teste sur route et qu'il fait beau, pas besoin de tester ces autres modes. Allez, on est parti. Let's go. Eh bien les amis, ça marche assez bien. C'est très linéaire, pas vraiment sensationnel. Le moteur fait un bruit pas terrible, hein. Avec cet échappement d'origine, c'est vraiment du bruit, hein. C'est absolument pas agréable à l'oreille. Maintenant, on va faire un exercice un peu compliqué pour moi qui suis pas très grand. Donc vous voyez que je touche bien d'un seul pied et l'autre je le garde sur le frein. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond. L'angle de braquage est plutôt bon, il est même surprenant, mais le guidon étant tellement long, il faut absolument que je me penche pour maintenir mes mains dessus. C'est assez compliqué. Je vais essayer de maintenir la moto le plus droit possible afin de vérifier l'angle de braquage. Ça a l'air d'être assez bon. Par contre, c'est très compliqué pour moi de maintenir la machine droite. Je suis vraiment trop petit pour cette machine. Mais globalement, pour une moto de ce gabarit, c'est vraiment bon. Allez, de nouveau, test d'accélération en mode dynamique. Let's go! Frein arrière, ça freine pas trop mal. Frein avant, et bien comme souvent, le frein avant freine très très bien. Sur cette machine, le frein est confié à Brembo, comme assez souvent chez BM. Et ce qui est vraiment rassurant lorsqu'on freine fort avec cette machine, c'est le système de suspension à l'avant. On n'a pas une fourche classique sur ces machines. On a un télélever, si je me souviens bien du terme. Et donc la suspension, l'amortissement est dissocié de la direction. Et franchement, c'est génial parce que lorsque vous freinez fort, il y a très peu de transfert de masse sur l'avant. La machine, elle ne vous bascule pas. Bon, pour l'instant, au niveau des perfs, j'ai pas vu de grosses différences entre road et dynamique. Mais j'avoue que lorsque j'accélère depuis l'arrêt, je suis vraiment pas rassuré parce que je touche tellement pas le sol. Il me faut beaucoup de temps avant d'être certain d'avoir bien pris l'équilibre. Au niveau des commodos sur cette moto, c'est une fois de plus la même chose que sur les autres BM récentes. On retrouve le système avec une molette sur la gauche qui permet de naviguer dans les menus. On a bien sûr tout ce qui est éclairage. Vous avez aussi les paramètres de la suspension. Vous avez le régulateur de vitesse, feu de détresse. Enfin, c'est extrêmement complet. Et sur la droite, vous avez les poignées chauffantes, les différents modes d'injection.
bien sûr démarreur coupe-circuit, et aussi une option de l'époque, le bouton SOS, qui permet d'appeler les secours lorsque vous êtes en panne ou après un accident. Tout ça est bien sûr relié sur le tableau de bord. C'est un grand écran à cristaux liquides qui a une surface assez mate, et ça c'est vraiment un bon point. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent maintenant chez BM. Vous n'avez pas de problème lorsque le soleil tape dessus. Et bien sûr, sur cet écran, vous avez absolument tous les menus, toutes les infos qui pourraient être nécessaires. La pression des pneus, vous avez la consommation instantanée, consommation moyenne. Là, j'affiche bien sûr le menu standard avec la vitesse, le rapport engagé, ainsi que le compte tour. Mais je peux avoir absolument tout ce que je veux. Il y a même des menus qui permettent de relier votre téléphone dessus. Enfin, c'est relativement complet. En ville, ce moteur est assez agréable, hein. Il fait très peu de bruit, ça reprend même à bas régime. Là, je vais prendre un Dodan à très basse vitesse et je vais essayer justement de tenter le seuil de souplesse. Là, je suis à 1500 tours à 40, un peu moins de 40. Ça vibrote, mais ça reprend, hein. Donc le seuil de souplesse de ce moteur, c'est 1500 tours. Pour un bicylindre, c'est vraiment bien, hein. Dans cet enchaînement à basse vitesse, il n'y a pas réellement de problème. La machine est très maniable et beaucoup plus maniable que ce qu'on pourrait imaginer quand on la voit. Avec son côté énorme et les 260 kg, on s'imagine que ça va être compliqué à manœuvrer. Et en fait, pas du tout, hein. Le guidon est vraiment parfaitement dimensionné. On n'a même pas besoin de forcer, ça bouge tout seul. Là, je vais faire un test de relance, je suis en 3e à 45 en côte, j'accélère à fond, ça part direct. J'ai même été un peu surpris, je m'attendais pas à ce que ça reparte aussi bien. Alors là, je vais prendre un Dodan, je suis avec la suspension en mode road, donc normalement ce qu'il y a de plus confort. Et ouais, là en mode road, ça balade vraiment, hein. La suspension est beaucoup trop molle. Je me remets en mode dynamique. Maintenant, je prends ça à 30 km/h. Ouais, le mode dynamique est bien meilleur. C'est beaucoup plus ferme. Et personnellement, le mode road, pour l'instant, je vois pas d'intérêt à celui-ci, hein. Il est beaucoup trop mou sans vraiment apporter du confort. De nouveau un petit freinage, ça freine vraiment très bien. Et l'absence de transfert de masse vers l'avant est hyper rassurant. On va essayer de prendre un peu de vitesse dans cette succession de virages. Forcément, avec une cylindrée pareille, on n'a même pas besoin de monter dans les tours, on se retrouve tout de suite au-delà des limites. Il y a pas mal de freins moteurs quand on lâche les gaz, le freinage est rassurant, mais j'avoue que je me sens pas aussi à l'aise dans les enfilements de virages qu'avec sa sœur, la RT. La RT me semblait beaucoup plus dynamique, beaucoup plus simple, alors qu'elle est encore plus lourde. Allez, je refais une accélération. Donc forcément c'est performant, mais alors je le redis, hein, la sonorité de l'échappement d'origine, elle est juste ignoble. De nouveau un rond-point, ça se penche vraiment facilement, mais le poids est vraiment perceptible, hein. On n'est pas forcément rassuré les premières fois qu'on se penche avec cette machine. Alors depuis tout à l'heure, j'ai au final complètement oublié que cette machine était équipée d'un shifter. On va tester ça tout de suite. Pour l'instant, il a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Et je reprécise bien sûr, hein, que le shifter faisait partie d'un des packs d'options. Bon, je retire ce que je viens de dire sur le shifter. J'ai essayé de l'utiliser à moyen régime et là il m'a fait une coupure, mais c'est d'un dangereux. Le problème c'est que le système il est pas constant. Il y a des fois où ça va être parfait, d'autres fois où ça va juste être terriblement dangereux. Franchement, je préfère passer mes vitesses moi-même. C'est... Ouais, je suis vraiment pas convaincu par ce shifter. Allez, sur l'autoroute.
il y a largement la puissance, hein. Vous voyez que je dépasse même jamais les 5000 tours. On est très bien protégé. En plus il y a des protèges poignets, donc ça dévie très bien le vent. Mais j'ai pas d'air sur les jambes, j'en ai quasiment pas sur le casque. On est vraiment bien. Là je vais faire un test de relance. Je suis en 6ème à environ 115. Maintenant j'accélère à fond. Et vous voyez que ça reprend direct, 130, 140, 150. Et je suis même pas à mi-régime. Donc franchement, si on voulait, on pourrait monter à des vitesses totalement hors la loi. Bon, nous voilà sortis de l'autoroute. Donc vous l'aurez compris, cette machine est parfaitement capable de rouler longtemps sur les grands axes. Il n'y a aucun problème. Au niveau de l'éclairage, la moto est moderne et complètement équipée de LED, que ce soit l'éclairage avant, les clignotants ou même le feu arrière. Tout est à LED, mais par contre je me souviens plus si les clignotants, si c'était d'origine à LED ou si c'était en option. Bon, lorsque vous évoluez à assez basse vitesse dans un trafic dense, la moto est bien plus facile que ce qu'on pourrait croire. Le seul problème c'est la largeur. Aujourd'hui j'ai uniquement un top case, j'ai pas de valise latérale, donc mon seul problème c'est la largeur du guidon, on dira. Mais si vous prenez des grosses valises en option qui pourraient être encore plus larges que le guidon, là faut vraiment se méfier. Mais je le redis, hein, c'est vraiment facile à manœuvrer. Et si vous voulez de la puissance, il y en a. Mais pour être très franc avec vous, je trouve pas que cette machine soit vraiment plaisante à haute vitesse en roulant fort. Elle est beaucoup plus agréable en roulant à vitesse légale, en profitant de l'agrément du couple à bas régime de ce moteur, de sa souplesse. C'est là où ce moteur est le mieux sur cette machine. Mais si vous voulez rouler de manière sport ou un peu dynamique, c'est parfaitement faisable, hein. Bon, finalement, cette machine est, on va dire, décevante par certains points et extrêmement surprenante par d'autres. Elle est décevante parce que d'un point de vue purement routier, eh bien c'est loin d'être la meilleure si on reste ne serait-ce que chez BM. La R1200 RS est bien plus sport, vous en doutez, et de mon point de vue c'est ma préférée dans cette gamme en 1200. Ensuite la R1200 RT était encore mieux au niveau de la protection, encore mieux pour voyager, et ça de très loin. Mais c'est logique, cette machine c'est la version aventure d'une GS. Déjà les GS sont conçus pour faire du tout-terrain, et en plus là on est sur la version aventure, donc encore plus typé tout-terrain. Aujourd'hui on a un truc un peu bizarre, c'est-à-dire une moto conçue à la base pour faire du tout-terrain, et qui au final quasiment au même niveau de prestation dynamique qu'une routière sur la route. Donc c'est extrêmement surprenant qu'on arrive à ce résultat sur une machine qui n'a pas du tout été conçue pour ça en fait. C'est vraiment surprenant. Aujourd'hui bien sûr je ne ferai pas de test tout-terrain avec cette machine, car vous la voyez, elle est équipée de pneus route. Et d'ailleurs il faut rester honnête, 80% des acheteurs de ce genre de machine, y compris de la version aventure, ne sortiront jamais des routes bitumées. Mais il est vrai que pour ceux qui veulent faire du tout-terrain et qui ont les capacités, le savoir-faire qui va avec, ces machines n'ont rien à prouver. Il y a déjà des dizaines de vidéos qui montrent leur capacité en off-road. Maintenant parlons un petit peu des aspects pratiques de cette machine. Bon, c'est une machine qui est grosse, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plein de rangements, et en fait vous ne pourriez pas plus vous tromper. Comme souvent sur les trails, eh bien vous n'avez aucun rangement sous la selle. Sur cette machine, la selle passager et conducteur se démonte, c'est en deux parties. Vous avez sous la selle passager un tout petit set d'outillage fourni avec la moto, et la selle conducteur, elle, n'a aucun rangement en dessous, ça donne juste l'accès à la batterie, et vous avez aussi l'accès au réglage de la hauteur de la selle, qui a deux positions, une position haute, une position basse. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'étais en position basse. Mais globalement, sur cette machine, il n'y a aucun rangement d'origine, mis à part peut-être un tout petit vide-poche
qui est devant le bouchon du réservoir, qui me permet actuellement de mettre mes clés, car cette machine a le système de démarrage sans clé, aussi bien pour démarrer la moto que pour le réservoir. Donc au lieu de garder ça dans mes poches, j'ai mis ça dans le petit rangement. Rangement qui a l'air étanche, mais qui ne ferme pas à clé. Au niveau des accessoires, vous avez une petite prise 12 volts, pas loin du tableau de bord. Ça c'est pas mal si vous voulez alimenter justement un GPS ou votre smartphone. Si vous souhaitez rouler avec un passager, cette moto est parfaitement capable de le faire. La selle passager donc est accueillante. Vous avez des grosses poignées de maintien. Et aujourd'hui, avec un top case, ça fait office de dossier pour le passager. Donc franchement, je pense pas qu'il y ait de problème pour la personne qui sera derrière vous. Au niveau de la consommation, actuellement, l'indicateur de consommation moyenne m'indique 5,5 litres. Ce qui est vraiment pas mal pour une moto de cette performance et de ce gabarit. Et en plus, avec le réservoir qui, je le rappelle, sur cette version Aventure fait 30 litres, eh bien vous avez vraiment une bonne autonomie. Ça c'est vraiment une des caractéristiques principales. Et je pense même que au-delà des réelles caractéristiques tout-terrain, beaucoup de personnes sont en fait intéressées par cette version Aventure, justement pour le plus gros réservoir. Ensuite, parlons du paramètre le plus fâcheux selon moi, le tarif. Cette machine, lorsqu'elle était vendue il y a 2 ans avec les 3 packs, ça coûtait dans les 25 000 €. Et si vous en voulez une maintenant, la nouvelle, la 1250, c'est à peu près le même tarif, peut-être même un poil plus cher. Si vous cherchez cette moto, donc la 1200 d'occasion avec le full pack comme j'ai aujourd'hui, d'occasion, ça vaut encore dans les 17-18 000. Franchement, c'est des machines très très chères, des très bonnes machines, je l'avoue, je ne peux pas dire autre chose, mais je trouve que les tarifs sont vraiment disproportionnés. Mais bon, on dira que mon avis importe peu à BMW, vu que de toute façon, même en les vendant très cher, c'est des machines qui se vendent très très bien. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je peux vous dire sur cette R1200 GS Aventure de 2019. Je rappelle donc une des dernières produites avant d'être remplacée par la 1250. Si vous avez des questions concernant cette machine, mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez cette moto, eh bien n'hésitez pas, dites-nous comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que ça a été pris en garantie? Car il semblerait que sur les premiers millésimes, il y a eu quand même pas mal de problèmes et de pièces pris en garantie. Merci de nous indiquer comment ça s'est passé pour vous. Je tiens encore à remercier l'abonné qui s'est déplacé jusqu'ici afin de me prêter cette machine, c'était super sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits avec mes abonnés. Donc si vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que je fais mes tests dans la région de Rouen, en Normandie. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez-le sur les réseaux sociaux et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que je fais ce genre de test très régulièrement. Allez, moi je m'en vais rendre ce gros bolide à son propriétaire et je vous dis à bientôt et à tous. Parfait, merci beaucoup. Non, le 13 août, je crois.